Alors aujourd'hui on va reprendre le cours sur l'indépendance. La dernière fois on avait fait le plus dur en définissant cette notion d'indépendance et aujourd'hui on va voir un certain nombre de propriétés et on va commencer donc par la somme de variables aléatoires indépendantes. Bon, on va déjà commencer avec le cas discret, donc x et y sont des variables discrètes et indépendantes, et à ce moment-là, la probabilité que x plus y soit égal à n, c'est égal en fait à ce produit de convolution. Alors, comment on montre cette formule-là? Eh bien, en fait, si x plus y est égal à n, et que x est égal à k, donc comme x et y sont forcément entiers, eh bien, y va être égal à n moins k. Et du coup, en regardant toutes les valeurs possibles pour x, donc en faisant varier k, on voit que cette probabilité, ça va être la somme de k appartenant à z de la probabilité que x soit égal à k et que y soit égal à n-k. Et du coup, comme x et y sont indépendantes, eh bien cette probabilité, ça va être le produit de ces deux probabilités. Donc voilà, alors on a cette formule-là, alors ça permet de montrer un certain nombre de choses, par exemple que la somme de deux lois de Poisson indépendantes, c'est une loi de Poisson, que la somme de deux lois binomiales indépendantes, c'est une loi binomiale. Donc le premier, c'est assez calculatoire, bon, c'est pas faisable, hein, mais c'est quand même assez investi d'un point de vue calcul, ça c'est relativement plus simple. Néanmoins, je dois mentionner quand même que, en général, la loi x plus y, ça va être une loi standard avec certains paramètres. Très souvent, ça sera plus facile d'utiliser la fonction génératrice ou la fonction caractéristique quand on a des variables aléatoires continues, puisqu'il suffira de regarder la fonction caractéristique de x multipliée par la fonction caractéristique de y et de reconnaître la loi que l'on cherche. Si maintenant donc, on prend des valeurs aléatoires indépendantes à densité, et bien donc bon, je vais appeler f de x et f de y la densité de x et de y. Donc je vous rappelle que la densité, donc f, ça va être une fonction positive d'intégrale positive d'intégrale 1, et que donc la probabilité que x appartienne à b, où b ça va être donc un sous-ensemble de R, mesurable, ça va être donc l'intégrale de f de z dz, où z va appartenir donc à grand B. Et par ailleurs, on va avoir que donc l'intégrale de f de z dz sur tout R, ça va être égal à 1. Et donc, quand on est dans ce cas de figure que x et y sont indépendants, et on considère x plus y, eh bien, on peut trouver la densité de z, et ça va être juste le produit de convolution des deux densités. Donc ça, c'est pas mal, parce que c'est une méthode qui permet également de trouver la loi d'une somme de deux variables aléatoires. Donc, par exemple, si vous additionnez donc deux fonctions, deux variables aléatoires uniformes, vous allez avoir donc une fonction tendre, c'est-à-dire qu'en fait la densité obtenue de la somme, ça va être une fonction triangulaire. Par ailleurs, ça marche aussi pour donc les lois gamma. Donc la somme de deux lois gamma va être une loi gamma. Alors encore une fois, c'est peut-être plus facile de le faire en utilisant les fonctions caractéristiques. Encore faut-il connaître la fonction caractéristique de la loi gamma. Très bien. Alors maintenant, on va passer donc à la covariance, bon, qui est définie comme ceci. Alors c'est un calcul assez facile de montrer que ceci est égal à cela. Et il se trouve que quand on a deux variables aléatoires indépendantes, eh bien ceci est égal à cela, et du coup la covariance est nulle. Alors pourquoi ceci est égal à cela? Eh bien, bon, faut revenir à une formulation intégrale donc, sur l'univers, et donc dire que l'espérance de grand X, grand Y, ça va être l'intégrale donc sur tout l'univers de petit x, petit y, donc de dp de xy. Et en fait, comme x et y sont indépendants, eh bien, donc cette mesure, ça va être la mesure produit dp de x produit dp de y. Et là, on va pouvoir montrer que ceci est une fonction intégrable
et donc en prenant la valeur absolue de xy, et donc on va pouvoir utiliser le théorème de Fubini pour intégrer d'abord en y, puis en x, et comme donc en fait xy ça va être une fonction séparable en x et séparable donc en y, on va s'apercevoir que donc l'intégrale, cette intégrale-là, on va pouvoir l'exprimer comme un produit de deux intégrales qui vont donner l'espérance de x multipliée par l'expérience de y. Donc voilà. Alors là, j'insiste sur quelque chose, c'est qu'effectivement, si x et y sont indépendants, eh bien oui, la covariance de x et y, ça va être 0. Néanmoins, si vous avez ça, ça ne montre pas que x et y sont indépendants. C'est seulement le cas quand on a affaire à des vecteurs gaussiens ou des variables aléatoires gaussiennes. À ce moment-là, on a équivalence entre ceci égale 0 et le fait que voilà, nos variables sont indépendantes, mais en général, ceci est faux. Du coup, bon, quand la variance est bien définie, on a cette formule-là. Alors, je dois mentionner d'ailleurs que variance de x plus y, c'est égal à variance de x plus variance de y, plus 2 fois la covariance de xy. Donc ça, c'est tout le temps... C'est tout le temps vrai, c'est juste en revenant à la définition donc, de la variance et de la covariance. Et donc, quand x et y sont indépendants, bon, bah, le terme en covariance va être nul, et du coup, on va avoir cette égalité. Et alors, donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet, en fait, de calculer très facilement la variance d'une somme de variables aléatoires. Donc voilà, si on a deux variables aléatoires de même variance, eh bien, voilà, la somme des deux, ça va être deux fois la variance, ou on peut même le faire dans le cas de figure où on a une somme de n variables aléatoires indépendantes. Alors effectivement, voilà, on peut trouver des contre-exemples que la covariance de xy est égale à 0 et que par ailleurs les deux variables sont dépendantes. Donc gardez ça en tête que voilà, ça ne va que dans ce sens, c'est xy indépendant implique que covariance de xy est nulle. Donc, ensuite, on va voir alors, les fonctions caractéristiques sont très importantes. Comme je l'ai mentionné, c'est un outil très puissant. Donc, en proba, quand vous avez l'option d'utiliser les fonctions caractéristiques pour résoudre un problème, commencez par ça. Et après, si ça ne marche pas, vous pouvez essayer de trouver d'autres méthodes. Mais quand c'est une option disponible, vraiment privilégier les fonctions caractéristiques. Souvent, ça permet de trivialiser pas mal d'exos. Bon, donc je vous rappelle la définition d'une fonction caractéristique. Donc là, on est pour une variable continue. Et il se trouve que quand x et y sont indépendants, eh bien, voilà, la fonction caractéristique de x, y, alors attention, donc la fonction caractéristique de x, y, donc ça va être donc cette même formule, sauf que là, en fait, on va avoir deux variables, on va avoir s et une variable t. Et du coup, en fait, ça va être le produit, donc ça va être cette formule-là, mais avec le produit scalaire du vecteur st par donc, le vecteur xy. Et donc ça va bien donner un... Bon, pour s et t fixé, ça va nous donner un nombre complexe. Et ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que voilà, si x et y sont indépendants, eh bien, cette fonction caractéristique, ça va être la fonction caractéristique de x pour s multipliée par la fonction caractéristique de y pour t. Alors il se trouve que, bon, on a cette implication, mais en fait cette implication c'est une équivalence. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver donc la fonction caractéristique du vecteur xy et que vous apercevez qu'elle se met sous cette forme-là, et bien ça montre donc que x et y sont indépendants. Ça peut être intéressant. Alors, il y a aussi une autre formule qui ressemble, attention, ce n'est pas la même, c'est quand x, y, donc ce sont des variables aléatoires indépendants, et qu'on regarde la fonction caractéristique de x plus y, et bien là, ça va être donc le produit des fonctions caractéristiques, mais attention, notez bien qu'ici, il y a juste t, il n'y a pas de s. Hein. Donc la fonction caractéristique de x plus y t, c'est phi de xt multiplié par phi y de t. Et donc là, effectivement, bon, bah, c'est très très pratique pour déterminer la loi d'une somme de deux variables aléatoires, d'utiliser ce genre de formulation. Alors, on passe maintenant au lemme de Borel-Cantelli, et qui dit que si on a une suite d'événements AN et que la somme des probabilités des AN converge, alors la probabilité que AN arrive infiniment souvent est nulle. Donc, il va falloir bien comprendre ce que ça veut dire, ces notations.
Donc d'abord, si je prends un petit oméga, voilà, quelconque, qui est n fixé, bon, bah, mon petit oméga qui appartient à l'univers, soit il appartient à n, soit il n'appartient pas. Et donc, par définition, P de n, ça va être la mesure de probabilité de l'ensemble des petits oméga qui appartiennent à n, pendant que n fixé. Et donc maintenant, cette définition des AN qui arrivent infiniment souvent, ça va être l'ensemble des petits oméga qui vont appartenir à une infinité de AN. Alors, il faut être clair parce que ce qu'on veut dire là, c'est que c'est-à-dire qu'on va prendre donc un petit oméga, il va appartenir à A1, il va appartenir à A7, à A112, à A713, etc. Et donc comme ça, on peut créer une sous-suite de AN telle que petit oméga va appartenir à tous les AI pour I appartenant donc à cette sous-suite. Et maintenant, donc, voilà, si je prends un oméga prime et qu'il appartient à une différente sous-suite, donc il appartient à A2, A8, A109, à 1012, etc. Bon, bah, ce oméga prime, il vérifiera, donc il appartient à une infinité aussi de AN. Et donc du coup, il va appartenir donc à ce qu'on appelle la limite sup des AN, c'est-à-dire les oméga qui appartiennent donc à une infinité de AN. Et donc là, dans ce cas de figure, l'ensemble des petits oméga qui vérifient ceci, ça va être un ensemble non vide, mais par contre qui va être de mesure nulle. Donc on peut voir qu'en fait cette limite sup, l'ensemble des petits oméga qui donc appartiennent à l'infinité de AN, on peut le définir de cette manière-là. Alors pourquoi il en est ainsi? Bon, bah, déjà imaginons que on a un petit oméga qui appartient à une infinité de AN. Bon, très bien. Alors je vais fixer un grand N quelconque, bah, pas le choix, je vais prendre grand N égale 1000. Et bah, je sais que mon petit oméga, bah, forcément, il va appartenir à n pour n suffisamment grand, donc peut-être que petit oméga va appartenir à A3000, et donc du coup, il va appartenir à cette union pour donc grand n qui est plus grand que 1000. Et donc, bien sûr, ça, je peux le faire pour n'importe quel grand n, et du coup, mon petit oméga, en fait, il va appartenir à l'intersection. Inversement, donc si j'ai un petit oméga qui appartient à tout ça, bon, eh bien très bien, bon, bah, je fixe grand N, par exemple, voilà, grand N égale 1000, donc mon petit oméga appartient donc à cette intersection, donc je sais que mon petit oméga, il va appartenir à I particulier, avec I plus grand que 1000, bon, bah, disons qu'il va appartenir à A4000, et bien maintenant, si je regarde l'ensemble de l'union des AN pour n plus grand que 4001, je sais que toujours mon petit oméga va appartenir à cet ensemble-là, puisqu'il appartient donc à cette intersection sur grand N. Donc mon petit oméga, il va appartenir à 7000 ou quelque chose comme ça, et du coup, comme ça, de proche en proche, je vais construire une infinité de AN telle que mon petit oméga va appartenir à n. Donc on comprend bien que ceci est égal à cela. Donc, alors, on peut aussi définir les limites inf d'événements au sens suivant, c'est que ça va être les petits oméga qui vont appartenir à tous les AI à partir d'un certain rang. Donc par exemple pour oméga fixé, à partir de I plus grand que 3000, eh bien oméga va appartenir à tous les AI. Et donc, si on prend un autre oméga prime qui appartient à cet ensemble-là, alors peut-être que ce sera pour tous les I plus grands que 7000, etc. Mais voilà, ça va nous définir donc la limite inférieure. Alors bien sûr, la limite inférieure, en fait, va être inclue dans la limite supérieure des événements. Bon, et donc ici, on va quand même plutôt se concentrer sur la limite supérieure, puisque c'est ça qui intervient dans Borel-Contelli. Et donc, ça nous dit que, voilà, la mesure de probabilité de la limite supérieure des AN doit être nulle. Donc ça, c'est la première version du lemme de Borel-Contelli. Alors il y a une deuxième version, et on va se concentrer plus sur celle-là, parce qu'aujourd'hui, on est concentré sur les notions d'indépendance. C'est que si les AN sont indépendants, et que la somme des P de AN est égale à l'infini,
alors la probabilité que AN arrive infiniment souvent, en fait, c'est égal à 1. Alors déjà, je vais faire une petite remarque, c'est qu'en fait, on a une sorte de réciproque. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que la probabilité d'AN soit, que la probabilité que AN arrive infiniment souvent soit égale à 1. Bon, là, je m'aperçois que, bon, pour tout n, P de n, c'est positif. Et donc, somme de Pn, c'est voilà, une série positive. Et donc, de deux choses l'une, soit cette série, elle va converger, soit elle va diverger. Alors, imaginons que, on suppose que la probabilité que la n arrive infiniment souvent soit égale à 1, et imaginons que la somme des Pn soit convergente. Alors, à ce moment-là, le premier lemme de Borel-Conti nous implique que la probabilité que AN arrive infiniment souvent est égale à 0, donc on a contradiction avec notre hypothèse. Donc, si on n'a pas que somme des PAN soit convergente, comme c'est une série positive, nécessairement elle va être divergente, et donc on a bien l'application dans ce sens, on n'a même pas eu besoin d'utiliser l'indépendance. Alors, avant de passer à la démonstration, peut-être qu'on peut prendre quelques exemples. Donc, si la somme des P de AN diverge, alors on a que P de AN arrive infiniment souvent, à condition que la n soit indépendant. Alors, quel exemple on pourrait prendre de ça? Bon, déjà, si on prend P de n égale à 1 sur n, et comment construire ça? Imaginons qu'on a une suite, voilà, x1, xn, jusqu'à l'infini, de variables indépendantes, qui sont à valeur dans 0, 1 et de densité uniforme. Et imaginons qu'on a une suite de segments Cn, bon, indépendants aussi, qui sont de longueur 1 sur n et qui appartiennent au segment 0, 1. Voilà. Et donc, voilà, par exemple, Cn, ça va être, imaginons, le segment 1 demi plus 1 sur 1 demi, 1 demi plus 1 sur n, voilà, un segment de longueur 1 sur n. Et donc, voilà, ce segment va être longueur 1 sur n et placé aléatoirement donc, sur notre segment 0,1. Et on se pose la question, voilà, est-ce que notre point xn va appartenir au segment Cn ou pas? Et on va appeler AN l'événement si effectivement xn appartient à Cn. À ce moment-là, ce qu'on a clairement, c'est que la probabilité de AN, c'est 1 sur n, puisque le segment est de longueur 1 sur n, et que la probabilité que notre point appartienne au segment de cette longueur sur n, c'est 1 sur n. Et donc, comme tout ça, c'est des variables indépendantes, ce que ça nous dit, c'est que on est certain que si on prend un petit oméga, donc une suite x1 de oméga, x2 d'oméga, x3 d'oméga, etc., eh bien, notre suite va appartenir à une infinité de segments. C'est-à-dire qu'on va trouver une infinité d'entiers tels que les xi vont appartenir au segment ci. Donc, voilà, alors maintenant on peut peut-être essayer de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple où les AN ne sont pas indépendants et où ça marche plus. Alors comment faire? Donc, peut-être qu'on peut prendre donc maintenant on va prendre un petit oméga sur 0,1 ouvert au hasard, on a une densité uniforme, et on va considérer l'événement AN si 1 sur oméga est plus grand que n. Bon, et là, clairement, les événements ne vont pas être indépendants, parce que si on a par exemple que 1 sur oméga est plus grand que 11, et donc il appartient à 11, 1 sur oméga va être plus grand que 10, et donc il va appartenir à 10. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'événement emboîté, et donc il n'y a pas d'indépendance, et par ailleurs, en fait, la probabilité que AN arrive infiniment souvent, elle est nulle, puisque si je prends un oméga, donc voilà, strictement positif, 1 sur oméga, ça va être un certain nombre positif, et pour n suffisamment grand, eh bien, n va être plus grand que 1 sur oméga, et donc il va y avoir un nombre fini, pour chaque oméga, il va y avoir un nombre fini de AN, pour lesquels oméga appartiennent à AN. Et donc là, effectivement, la probabilité que AN arrive infiniment souvent, ça va être 0. Voilà, alors on va passer à la démonstration.
Donc, notre hypothèse, c'est que les n sont dépendants, que la somme des Pn est égale à l'infini, et on veut montrer que la probabilité que n arrive infiniment souvent, c'est égal à 1. Bon, alors comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça c'est la probabilité de la limite supérieure des événements, et là, donc je vous rappelle que la limite supérieure des événements est définie comme ça. Donc en fait, ça c'est une intersection décroissante d'événements. Et ce qu'on sait, c'est que la probabilité d'une limite décroissante d'événements, eh c'est égal à la limite des probabilités donc, de ces événements. Donc finalement, on a le droit d'écrire que ça, c'est égal à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque encore une fois, ça c'est une... Donc quand n grandit, ça c'est une suite décroissante d'événements, donc effectivement ça, on a le droit de passer la limite et dire que ça c'est égal à ça. Bon, donc fixons n et en fait on cherche la probabilité de A grand N, union A grand N plus 1, union A grand N plus 2, etc. etc. Et donc ça, en fait, ça va être 1 moins la probabilité que l'intersection des complémentaires des AN. Voilà, pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, si petit oméga n'appartient pas à cette union, eh bien, ça veut dire qu'il va appartenir au complémentaire de A grand N, au complémentaire de A grand N plus 1, au complémentaire de A grand N plus 2, etc. Donc petit oméga va appartenir à cette intersection. Et donc du coup, effectivement, la probabilité de ceci, ça va être égal à la probabilité de cela. Et donc, en composant avec les limites, on a ceci qui est égal à cela. Bon, donc ça c'est pas mal. Et donc c'est là qu'on va pouvoir utiliser... l'indépendance. Alors pourquoi on va pouvoir utiliser l'indépendance? Puisque en fait, cette intersection, on va pouvoir la transformer comme un produit. Alors là, le petit problème, c'est qu'on a une intersection infinie, mais bon, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes, puisque on peut se ramener donc à une intersection infinie. On prend donc l'intersection de grand N à grand M, bon, avec grand M, grand M qui va être plus grand que grand N. Et donc, ceci, c'est égal à cela, donc juste ça, c'est l'indépendance. Donc, je vous rappelle qu'en fait, si on a des événements indépendants, leur complémentaire va être aussi indépendant. Et donc, du coup, ça va être égal à ça. Et maintenant, oui, on peut effectivement faire tendre M vers plus l'infini, parce que, encore une fois, si on a une intersection décroissante d'événements, eh bien la probabilité de cette intersection, de la limite de cette intersection décroissante, c'est égal à la limite de la probabilité donc de ces événements. Donc ceci va être égal à cela, et maintenant, voilà, il faut calculer ça, et comme on veut montrer que la probabilité que AN arrive infiniment souvent, il va falloir montrer que cette limite est nulle. Bon, et alors là, on va pouvoir utiliser un petit lemme qui nous dit que si on a une suite UN qui est donc dans 0, 1, et que la somme des UN est égale à plus l'infini, alors la limite du produit des A moins UN va tendre vers 0. Alors comment on peut montrer ça? On va utiliser cette inégalité, donc sur 0,1, que ln de A-x est plus petit que moins x. Et du coup, cette quantité-là, on va prendre le log, on va pouvoir la majorer par cette quantité-ci. Cette quantité-là, donc pour n fixé, va tendre vers moins l'infini. Et du coup, on va en déduire, en passant à l'exponentielle, que ceci va tendre vers 0. Donc ça montre bien notre lemme, et on va pouvoir appliquer ce lemme-là à donc, ce produit-ci, ce qui permet en fait d'obtenir la conclusion. Voilà. Alors attention, il faut une indépendance mutuelle, c'est-à-dire que si pour tout couple IJ, en fait, on a que AI est indépendant avec AJ, ça ne va pas suffire pour conclure au théorème. Il va falloir obtenir le critère d'indépendance mutuelle tel qu'il avait été défini donc, dans la vidéo précédente.
Donc voilà, donc ça nous donne le lemme de Borel-Cantelli. Et du coup, on va conclure avec, en rappelant les théorèmes importants où les hypothèses d'indépendance sont cruciales, à savoir la loi forte des grands nombres. Si on a une suite de variables aléatoires intégrables, c'est-à-dire L1, indépendante, donc, et uniquement distribuée de moyenne mu, et bien Sn, Sn c'est la somme partielle des xi divisé par n, ça va converger presque sûrement vers mu. Et on a aussi le théorème central limite, où là, attention, il faut que les xn soient L2, bon, de moyenne mu et de variance sigma carré, inémentiquement distribuées, et voilà, indépendante. À ce moment-là, on va avoir une convergence en loi de Sn moins n mu sur sigma racine de n vers la loi vers la loi normale centrée en 0. Donc, pour conclure, je vais parler un petit peu de ce qui va suivre sur la chaîne dans les prochaines semaines. Donc, il y aura encore une vidéo d'exo de proba, donc, qui utilisera Borel-Cantelli. Et sinon, on va conclure aussi les formes quadratiques. Et on va commencer un nouveau chapitre très important sur donc les espaces LP, les théorèmes de convergence, comme le lemme de Fatou, le théorème de convergence de Minet, ou le théorème de Fubini, ou le théorème de continuité sur le signe somme. Donc on va essayer de voir ce chapitre qui est vraiment crucial pour les écrits. Et aussi, on essaiera de placer peut-être quelques devs et quelques 10 sur 20. Si par ailleurs, voilà, s'il y a certaines leçons que vous souhaitez voir traitées dans un 10 sur 20, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt faire un 10 sur 20 donc, sur la leçon 266 sur l'indépendance, ce qui complétera bien ce cours-ci. Merci, à bientôt.